Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes Audrey, Oriane, Lynn, Loane. Et Louis. 5 étudiants éducateurs de jeunes enfants. Nous avons relancé le projet Questions de parents en mettant à disposition des boîtes permettant de récolter vos interrogations. On a donc contacté différents professionnels comme des psychologues, des éducateurs de jeunes enfants, des spécialistes du sommeil ou autres afin de vous apporter une réponse. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'une piste de réflexion et non d'une réponse unique. Il existe une multitude de solutions. Chaque enfant est différent, donc chaque réponse sera nuancée et adaptée en fonction de votre situation. Les parents restent les personnes qui connaissent le mieux leur enfant. nous espérons que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage! Donc, je suis Josette Serre et je suis un ancien chercheur du CNRS ayant travaillé pendant à peu près 40 ans à comprendre la plasticité cérébrale des tout-petits pour essayer de mieux évaluer les différentes périodes critiques pour les apprentissages et notamment l'apprentissage du langage. Donc maintenant que l'heure de la retraite a sonné, toutes ces connaissances acquises pendant vraiment de nombreuses années et qui ont été absolument décisives et fulgurantes dans la connaissance du tout petit, euh, il se trouve que j'ai vraiment envie de transmettre à des professionnels et à des parents toutes ces connaissances parce que on comprend beaucoup mieux certaines réactions de l'enfant quand on sait comment est la maturation de son cerveau. Un autre accompagnement qui est absolument essentiel, puisque nous sommes des êtres de communication, c'est d'apprendre à l'enfant à rentrer dans le monde de la communication. Donc, depuis qu'il est bébé et même in utero, la maman lui a parlé. C'est très, très important que l'enfant entende les sons de sa voix à l'intérieur, parce que c'est déjà ces sons-là qui vont l'amener à avoir à la sortie une préférence pour les sons de la voix de sa maman et la langue, sa langue maternelle. Donc, il faut évidemment déjà le baigner dans ces sons de langage pendant la grossesse. Et à la naissance, il faut commencer à lui parler énormément. Et il faut beaucoup, beaucoup parler aux enfants parce que c'est comme ça que dans ce bain de parole, ils vont découper le langage et avoir la possibilité après, évidemment, de comprendre des mots. Les premières compréhensions de mots commencent vers 4 mois. Donc là, on a déjà des tout petits bébés qui ont repéré dans tout ce qu'on dit, dans tout ce flux de paroles qu'ils entendent sans arrêt, des sons qui sont des sons répétés et qui sont certainement des sons qui correspondent à quelque chose de familier. Le bébé commence à repérer son prénom vers 4 mois, justement, parce qu'on l'a appelé régulièrement par son prénom. Hein, Thomas, Thomas, Thomas. Et là, il entend, alors il ne sait pas que c'est lui, mais ces deux syllabes, Thoema, vraiment, il les a entendues tellement ensemble et tellement souvent que pour lui, c'est familier et ça le rassure parce que c'est quelque chose qu'il entend. Et puis, la maman va aussi dénommer tout ce qu'elle fait et du coup, les sons vont arriver. On commence à avoir vraiment vers 8 mois déjà un stock de mots compris assez impressionnant chez les tout petits bébés. Donc, c'est vraiment le langage qui va être, je dirais, essentiel dans notre façon d'éduquer un enfant. On va lui parler énormément, on va l'intéresser à beaucoup de choses. On va lui parler de choses qui peuvent être vraiment importantes, c'est-à-dire on va surtout commenter ce qu'il fait. Parce qu'on fait d'une pierre deux coups quand on commente ce qu'il fait. On commente ce qu'il est en train de faire, donc on lui donne du vocabulaire, mais en même temps on lui montre notre intérêt puisque justement on est en train de dire ce qu'il fait. Si on est en train de dire ce qu'il fait, c'est qu'on l'a vu, et donc on lui montre qu'on est intéressé par ce qu'il fait. Donc vraiment, l'accompagnement justement du jeu de l'enfant, tout à l'heure je disais, on va reprendre mon exemple, il est en train de sauter dans la flaque d'eau, et là je vais commenter en disant, tu as vu justement, bon, l'eau maintenant elle a changé de couleur et tout, on va lui donner du vocabulaire à ce moment-là, et on va lui permettre de compléter un petit peu cette situation-là. Donc, important vraiment de considérer que je dirais que le rôle du parent, c'est d'accompagner l'enfant dans ses besoins d'exploration, parce qu'il doit très vite connaître le monde, et dans ses besoins de communication, parce qu'après, il va pouvoir utiliser le langage plus tard pour pouvoir évidemment échanger, mais la communication que l'enfant va utiliser quand il commencera à parler, elle a été préparée même in utero.
Donc, il faut absolument que cette notion de langage commence dès la conception de l'enfant. Il rentre dans un monde de langage et là, il va être tout de suite intégré à ce monde-là. Donc, on va évidemment beaucoup lui parler. Donc, en effet, l'accompagnement à la parentalité, pour moi, c'est vraiment essentiel de dire à des parents l'importance du langage et l'importance de leur stimulation langagière. C'est-à-dire que vraiment, cet enfant doit être un partenaire. On ne va pas le considérer à part. Et vous voyez, des fois, on va le considérer comme plus compétent qu'il n'est en exigeant de lui des choses qu'il ne peut pas faire, mais en même temps, on ne lui parle pas. Donc, vraiment, il faut aussi que cet enfant soit vraiment complètement intégré à, un monde de langage qui va lui permettre après de pouvoir rentrer dans un monde de communication parce qu'il y a des codes. Et ces codes-là, ils s'apprennent justement très, très précocement. Le premier code de communication s'apprend quand on donne un objet à un enfant. Le je te donne, tu me donnes, avec la main comme ça tendue, je te donne, tu me donnes. Ça, c'est le premier code de communication parce que le langage, ça sera quelque chose qui va se propager du récepteur à l'émetteur. Donc là, tout petit, on va faire ce genre de jeu pour pouvoir déjà mettre l'enfant dans la condition de, tour de parole. Et après, ben évidemment, on va lui exprimer aussi nos émotions par le visage. La parole, c'est pas que de la parole, c'est aussi une émotion. Et puis voilà. Et puis on va essayer aussi de s'adresser à lui dans un langage qu'il comprend. Et là, très très vite, surtout quand l'enfant commence à marcher, on a ce qu'on appelle les interdits. Et les interdits sont des choses qui, évidemment, peuvent protéger l'enfant pour pouvoir empêcher qu'il puisse se faire mal, et ça, on adhère complètement à ça. Mais la formulation de l'interdit, quelquefois, elle est très complexe. Donc là aussi, si on n'a pas compris comment l'enfant traite les sons de langage, on pense que de lui parler en lui disant ne cours pas va être suffisamment clair pour qu'il comprenne que quand on dit ça, c'est parce qu'il y a un danger, c'est qu'il risque de tomber, c'est que... Mais est-ce qu'il peut comprendre ne cours pas tout simplement. Et là, on a pas mal d'études qui montrent que la négation est très difficile à comprendre parce qu'on va demander à un tout petit cerveau de comprendre que le mot qu'on a employé, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. On va parler d'inhibition. Ne cours pas, cours. Il a déjà entendu ce mot-là, tu cours bien, tu cours vite, voilà. Donc, il sait que là, il est en train de courir et que vous parlez de courir. Sauf que vous avez mis ne pas. Et le ne pas devrait annuler le sens de courir. Impossible pour un cerveau d'enfant de moins de 3 ans. Dans le langage, il y a les mots et il y a la compréhension du sens, hein. On peut très bien avoir compris un mot, savoir que cet objet s'appelle un tracteur, mais bon, après, il y a aussi la mise en contexte et ce qu'on va appeler politesse, c'est quelque chose qui va se développer dans l'éducation de l'enfant pour une vie en société harmonieuse avec vraiment des gens de langage qui vont savoir justement présenter à l'autre les choses d'une façon sympathique et ordonnée. Ça, cette notion de j'apprends à bien me comporter avec les autres, la bienséance, le respect de l'autre et tout, c'est pas avant 7 ans. C'est à 7 ans qu'on commence à comprendre à quoi sert toute cette espèce de mise en scène et dans chaque culture, on aura aussi sa façon de le dire. Donc, puisque c'est culturel et que c'est vraiment lié à un groupe social et tout, absolument aucun intérêt à demander à un enfant de comprendre à quoi ça sert. Par contre, l'enfant apprend énormément par imitation. Donc, voir des adultes autour de lui qui lui parlent d'une certaine façon, qui s'adressent à lui d'une certaine façon, qui, quand il donne un objet, prennent l'objet en disant merci, systématiquement, vont faire que l'enfant va intégrer ça à son langage et sans aucun effort reproduira ce merci, s'il te plaît et autres. Alors que quand on commence à vouloir l'inculquer à l'enfant sans qu'il y ait vraiment de bonnes raisons et qu'il ne l'a pas vu par ailleurs fait par les adultes, pensez bien que là, le message est évidemment pas clair du tout. Donc, rien à demander à un enfant avant 7 ans pour qu'il fasse le petit perroquet et qu'il donne le mot magique, parce que ça n'a pas de sens. Par contre, que les adultes le fassent systématiquement et attendent de voir que l'enfant va intégrer ça comme étant un comportement tout à fait ordinaire et banal, ça c'est formidable. Et surtout, ne pas penser que justement l'enfant comprend à quoi ça sert.
l'enfant ne comprend pas à quoi ça sert. C'est une élaboration mentale très, très compliquée de savoir que nous avons besoin de certains petits mots pour pouvoir dire à l'autre que nous ne sommes pas des goujats et qu'on va quand même un peu se respecter les uns les autres. C'est une construction mentale, ça. Donc, pas chez un enfant de moins de 3 ans qui ne peut absolument pas comprendre tout ça, mais qui va naturellement l'utiliser, je dirais, si ça a été assez fréquent. Moi, je me souviens d'une situation qui était vraiment aussi amusante. Le matin, l'enfant se retrouve à la crèche dans les bras de la référente et la maman lui fait au revoir, et elle attend qu'il fasse justement le petit geste au revoir qu'il a l'habitude de faire. Et puis là, rien, ce matin-là, rien. Donc la maman, après avoir attendu, finit par s'en aller, certainement un petit peu le cœur gros, en se disant, il m'a pas dit au revoir. Et là, juste au moment où elle tourne le virage, l'enfant fait au revoir. Elle a manqué de 2 secondes. Si elle avait attendu 2 secondes, elle l'avait. Non, parce que justement, il faut du temps aussi pour que l'enfant comprenne où il en est et tout. Donc, pas de précipitation. Et un enfant qui dit pas merci quand il a 3 ans n'est pas forcément un goujat à 18 ans, hein. Ça, c'est pas du tout une obligation. L'apprentissage du langage, vous voyez, c'est pas ce qui est essentiel, ça. L'apprentissage du langage, c'est apprendre à se faire comprendre et à comprendre les autres. Là, vous voyez, quand on commence à me parler du langage par le petit bout de la lorgnette qui est vraiment est-ce qu'il va dire merci ou le petit mot magique et tout, je me dis franchement, il y a tellement d'autres choses plus importantes, hein. Ramenons le langage à vraiment son essence même qui est se comprendre les uns les autres. Déjà là, il y a du boulot. En effet, c'est rare que des parents qui soient vraiment complètement monolingues dans leur couple ou dans leur famille s'intéressent beaucoup à quelle langue, parce qu'en fin de compte, bon, bah, si on est de famille française parlant français et que tout le monde parle français, notre bébé qui vient d'arriver parlera français et puis voilà. Alors que quand on est dans des familles justement multiculturelles, la langue se pose. Quand est-ce qu'il faut lui apprendre? Est-ce qu'il faut lui apprendre? Laquelle en premier? Tout ça. Et là, vous voyez qu'il y a déjà un projet linguistique et un projet évidemment éducatif derrière, beaucoup plus construit. J'ai toujours rencontré, moi qui ai travaillé tout le temps avec des familles bilingues, beaucoup plus d'intérêt pour la communication, parce que justement, la langue devenait un enjeu, puis un enjeu évidemment aussi familial, parce que on a des fois aussi pas envie qu'une des langues domine par rapport à l'autre, on a envie aussi d'être très égalitaire. Donc, pour connaître vraiment l'importance du bilinguisme, il faut reprendre très rapidement l'évolution du langage. Un bébé va avoir un cerveau qui est, je vous ai dit, pré-câblé pour le langage. Dès la naissance, nous avons l'hémisphère gauche qui est complètement câblé pour traiter les sons de langage. Donc, nous sommes des êtres de langage. Donc, dès la conception, ce cerveau entend des sons de langage et les traite. Maintenant, le bébé est né, il entend des sons de langage un peu mieux parce qu'à l'intérieur, c'était quand même un petit peu brouillé. Il y avait les gargouillis du ventre de la maman qui cachaient un peu. Donc maintenant, le voilà à l'air libre et là maintenant, il entend beaucoup de sons et son cerveau, pendant 6 mois, va enregistrer tous les sons qu'il entend. Et aussitôt que c'est un son de langage, hop, on le prend. Parce que le cerveau a une capacité de discriminer dans tous les bruits qu'il y a aux alentours, ce qui est du langage et ce qui n'en est pas. Du langage, ça veut dire justement des sons qui appartiennent à une langue. Par contre, il y a un bruit de tracteur ou il y a un bruit de moto, ça, c'est pas du langage. Donc là, l'enfant traite ces sons-là très très vite sur la fréquence. Donc, au bout d'un certain temps, tous les sons de langage qui sont rentrés dans sa bibliothèque de sons seront triés, et c'est vers 6 mois, pour ne garder que ceux qu'on a entendus vraiment souvent. Notre enfant a croisé un jour justement une maman chinoise dans la rue, il a entendu 2-3 sons de mandarin, il les avait stockés à ce moment-là, mais il n'en a jamais plus entendu depuis. Donc, il va faire ce qu'on appelle de l'élagage synaptique, c'est-à-dire que maintenant, toutes les connexions qui ont été faites pendant les 6 premiers mois de vie, maintenant, vont se concentrer sur les sons fréquemment entendus. Donc, je laisse tomber ceux que j'ai entendus une fois, 2 fois en me promenant dans la rue, je garde ceux que j'entends tout le temps. 6 premiers mois, je me mets un petit peu dans le bain, et maintenant, jusqu'à 1 an, je stocke que ce que j'entends fréquemment. Et donc là, maintenant, ça va être mon capital de langage. Je suis en France
parlant français dans une famille qui me parle français, ma bibliothèque de sons sera des sons de français. Je suis dans une famille bilingue, j'ai une maman qui parle italien, j'ai un papa qui parle espagnol, je suis en France et j'entends dans la rue beaucoup de français, ma bibliothèque de sons sera des sons d'italien, d'espagnol et de français. Je ne vais pas avoir des compartiments séparés. Je les stocke parce qu'ils sont fréquents. Et c'est tout ce qui va être important, c'est la fréquence. Maintenant, au bout d'un an que j'ai cette bibliothèque de sons, je vais pouvoir les utiliser pour commencer mon baby, pour commencer à faire des petites manifestations sonores, essayer de m'écouter moi-même pour voir ce que je vais produire. Et là, on va commencer avec le babillage à avoir des enfants qui nous expriment les sons qu'ils ont stockés. Et petit à petit, ils vont commencer aussi à les articuler pour pouvoir après, plus tard, les prononcer dans un contexte linguistique. Donc, si je suis en famille monolingue, je vais travailler sur mes sons de cette langue, mais si je suis en famille bilingue ou trilingue, je travaillerai sur plusieurs sons. Donc, la réponse à la question quand est-ce qu'il faut apprendre une deuxième langue ou autre, c'est dès la naissance, si on a la chance d'être dans un milieu bilingue. On n'attend sûrement pas un petit peu pour que la deuxième langue arrive plus tard en se disant une seule au départ et après l'autre plus tard parce que sinon c'est trop fatigant. Ça, c'est une représentation totalement erronée parce qu'en aucun cas, apprendre une langue, deux langues ou trois langues, c'est fatigant. Le cerveau, il est fait pour ça. Donc lui, il apprend très très bien sans aucune fatigue. Par contre, plus on attend, plus c'est fatigant parce que justement, ce que je vous ai décrit, c'est le stade idéal, c'est la première année. Quand on a dépassé la première année, les apprentissages d'autres langues ne se feront plus par les mêmes circuits neuronaux, qui peut très bien nous donner des moyens d'être. On connaît des tas de gens qui ont appris une deuxième langue, une troisième langue, même presque à l'âge adulte. Mais c'est jamais aussi bien que quand on l'a appris vraiment à la naissance. Donc, le bilinguisme, si on est dans des familles bilingues, c'est évidemment à la naissance. Si on est dans une famille monolingue et qu'on veut tout de suite intégrer l'enfant dans du bilinguisme, alors là, il va falloir faire un gros, gros effort parce que c'est la quantité qui compte. Il va falloir lui donner justement la quantité d'informations nécessaires pour qu'il puisse stocker les sons et en faire une deuxième langue. Donc, vous voyez, là, c'est un vrai projet de parents. Donc, si on a la chance d'avoir plusieurs langues à la maison, alors surtout, on ne se prive pas de donner à l'enfant toute cette diversité. Parce que l'apprentissage de plusieurs langues, c'est évidemment très utile dans la vie, mais on s'en fout quand on a 18 mois de savoir si ça va être utile dans la vie. C'est utile surtout intellectuellement, parce que ça va fabriquer dans notre cerveau des réseaux de neurones qui vont permettre d'avoir cette flexibilité de passer d'une langue dans l'autre qui est absolument indispensable pour le développement cognitif. Donc, on sait que les cerveaux de bilingues sont, je dirais, plus efficaces que les cerveaux de monolingues. Bon, voilà, quand on est malheureusement monolingue, on fait avec. Hein. On n'a pas toujours eu des parents pour nous parler plusieurs langues. Mais si on a la chance d'arriver dans des milieux où il y a plusieurs langues, alors là, le plus tôt est toujours le mieux. J'ai pas fait directement des études sur l'impact des écrans, mais j'ai lu beaucoup d'études scientifiques. Donc, une des premières études indirectement qui commençait à pointer l'importance des écrans, elle date quand même des années 90, quelque chose comme ça. Et on avait montré avec des bébés, enfin des tout petits à peu près de 10 mois, c'était un groupe d'enfants aux États-Unis qui recevait une dame chinoise qui parlait en mandarin et elle parlait avec les enfants de nombreuses heures, comme ça régulièrement, presque tous les jours. Les enfants étaient reçus par cette dame qui leur lisait des histoires, qui leur racontait des histoires en mandarin, alors que c'était des petits Américains qui n'avaient jamais entendu cette langue-là. Et on avait fait 3 groupes. Un groupe avait la dame en personne qui était avec eux. Un autre groupe avait l'écran de télévision et voyait la dame à travers l'écran. Le 3e groupe, c'était uniquement audio. Et donc après, on a testé les enfants pour leur faire entendre des sons de mandarin pour savoir s'ils arrivaient à les discriminer, ce que sont capables de le faire que les gens qui ont déjà entendu du mandarin. Eh bien, seuls les enfants qui avaient entendu du mandarin avec la personne en chair et en os devant eux ont appris ces mots-là. Donc, ça voulait dire que justement, pour apprendre une nouvelle langue, par exemple, l'écran ne sert à rien.
Comme je disais, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres qui ont besoin de communiquer entre soi en direct. Nous avons besoin de véritables contacts charnels, je dirais, parce que on va décoder l'autre à travers des indices qui ne peuvent pas être transmis à travers un écran. Donc, au point de vue communication, l'écran, évidemment, n'est absolument pas la meilleure des choses. Donc, on n'apprendra pas une langue avec un appareil audio qu'on va mettre dans les oreilles ou avec un film qu'on va voir. Mais attention, hein, les écrans, ce n'est pas que ça. Par exemple, pendant le Covid, on a eu aussi contact avec sa famille grâce à des Skype ou des choses comme ça. C'était bien aussi, hein. Peut-être que vaut mieux de temps en temps avoir une image dégradée que pas d'image du tout. Donc, faut pas être un ayatollah de l'écran en disant c'est pas bien, faut les supprimer complètement. Il y a des jeux aussi éducatifs sur certains écrans qui sont pas trop mal faits. La seule chose, c'est que jamais on laisse un enfant devant un écran seul. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, un enfant ne doit jamais être seul. Donc, on est toujours avec lui, qu'il y ait un écran ou pas d'écran. Alors, c'est vrai que c'est assez facile de lui donner quelque chose qui va complètement le captiver. Là, l'écran, c'est un objet de fascination parce qu'il y a tout ce que notre système visuel adore, la couleur et le mouvement. Notre système visuel adore la couleur et du mouvement. Vous vous promenez dans la rue, il y a quelque chose qui bouge sur le côté, pouf, vous vous retournez, vous allez le regarder parce que nous sommes vraiment faits pour pouvoir être des bons détecteurs de mouvement. Donc, un petit écran avec des petits nounours qui sautent partout et tout, ça y est, l'enfant est complètement captivé, happé, parce que justement, c'est comme ça que son cerveau le traite. Alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, évidemment, de lui donner ce genre de choses. Vaut mieux lui faire une jolie balade dans le parc où il y aura aussi des choses qui bougent, mais qui sont peut-être moins justement contraignantes. Un enfant, ça doit prendre du temps et on doit être avec lui. Alors, on peut des fois même sortir son téléphone et montrer 2, 3 trucs sur son téléphone parce qu'on a trouvé un petit jeu rigolo, mais on va le faire avec lui, puis on va le commenter avec lui, puis après on remet le téléphone dans sa poche et on repasse sur autre chose. Voilà. Ce qui nous fait très très peur, c'est l'écran babysitter, hein. C'est-à-dire qu'on met l'enfant devant un écran, puis pendant ce temps-là, bon, bah, on est un petit peu tranquille. Voilà. Mais bon, faut évidemment passer un message qui soit pas trop culpabilisant aussi, parce que bon, certains parents, faut comprendre des fois le soir que bon, bah, ils en peuvent plus et ils veulent un tout petit peu de temps pour pouvoir faire quelque chose. Bon, mais c'est à faire avec, à prendre avec précaution.